Alors, un simple mot d'introduction. Je suis étonné du titre donné à cette séance, le soubassement économique, parce que c'est comme si l'économie était forcément un soubassement. Ça nous rappelle les trois instances du camarade du lycée du Parc de Lyon, Althusser, c'est-à-dire que les trois instances, c'est comme les facultés de lettres, droit et sciences économiques, hein. C'est un découpage merveilleux, mais très académique, qui fait dire que l'économie est le soubassement. C'est une incompréhension, on pourrait presque dire, de matérialisme économiste, mais ça n'a rien à voir avec le marxisme. Donc, la question profonde, je regrette par exemple que quelqu'un comme André Nouchy ne soit pas là, c'est en quelque sorte le soubassement de la colonisation et le soubassement du rapport colonial. C'est ça la question de fond. Bon, et que l'on peut traiter dans ces différentes phases et dans ce redéploiement, ces recompositions et sa grande difficulté de sortie qui s'est faite par une guerre radicale dont les raisons ne sont pas directement économiques, dont les raisons sont la difficulté de sortir d'un rapport colonial, d'autant plus que ce rapport colonial n'appartient pas seulement à l'économie, il appartient à l'approbation de l'idéologie nationale française qui doit être violentée en quelque sorte pour que l'Algérie soit indépendante. Alors, première remarque que je fais à titre des vieux débats d'économie autour du mode de production capitaliste, autour de l'impérialisme, puisque à moindre titre pour chacun de vous, mais on est un peu des vétérans. Donc, il y a eu cette grande discussion. Et cette grande discussion, je la retrouve dans le titre de la communication du Berbonin, puisqu'il met en avant à la fois le mot impérial et le mot impérialiste. Bon. Et alors, pour faire énorme, il me semble que ce qu'il faut étudier, c'est la forme nationale française du capitalisme d'État français. Capitalisme d'État, ça veut dire que le capitalisme s'articule au groupe économique français. C'est cette articulation qui permet de définir comme capitaliste d'État. Et ce capitalisme d'État agit dans un domaine réservé qu'est l'Empire. C'est un domaine réservé. C'est encore un domaine réservé, même à l'Élysée aujourd'hui, hein. Donc, dans ce domaine réservé, évidemment, les grands groupes économiques sont tentés par le redéploiement ou par la nécessité de se situer à une autre échelle, donc à une échelle mondiale. Donc, ils sont tentés ils sont en porte-à-faux par rapport à la colonisation proprement dit, et ils sont en instance de redéploiement impérialiste, si on emploie le mot. Mais dans le monde qui n'est pas soumis au protectionnisme colonial. Alors quand je dis cela, je répète ce que Hartmut Elsennens, par exemple, a montré dans sa thèse. Et je mets fin à cette espèce de querelle stupide de quelqu'un qui ne parle qu'au nom du capitalisme d'État français en fonction de sa feuille d'impôt, qui est Daniel Lefebvre. Bon, le problème n'est pas de savoir si la feuille d'impôt a été plus élevée, moins élevée, etc., à cause de l'Algérie. Bon. Alors, sur ce point, je voulais resituer précisément la colonisation dans ces rapports qui sont à la fois des rapports inégaux, mais fondamentalement un rapport inégal, mais qui sont également des rapports d'intervention différentes, suivant que le domaine est colonial strict, comme le cas de l'Algérie, suivant que le domaine colonial est associé, si l'on peut dire, et suivant que l'on est dans le vaste monde, hein. Si on faisait du comparatisme, par exemple, il y a quelque chose d'intéressant, c'est de comparer l'Algérie et le Maroc, puisque de par l'acte d'Algésiras, le Maroc a été mis largement, si je puis dire, sous ouverture mondiale, sous le régime de la porte ouverte. Donc c'est là que ça fait surgir la différence du mode colonial. Alors, c'est peut-être déjà trop parlé par rapport à ces problèmes. Je signale, il faut toujours faire de la publicité quand même,
que dans l'annuaire de l'Afrique du Nord, qui sort bien sûr avec retard, mais qui reparaît. Donc l'annuaire de l'Afrique du Nord, qui va s'appeler 2004, et qui est sorti, m'a-t-on dit, il y a une huitaine de jours, à Aix-en-Provence, donc publié par le CNRS. Hein. Dans l'annuaire de l'Afrique du Nord, j'ai commis un article où je reviens sur la confrontation des thèses d'Hartmut Elsenans et de Daniel Lefebvre, pour dire en plus développé ce que je viens de dire là, entre la feuille d'impôt et une vision de la transformation des rapports mondiaux. Alors, ce qui est important, y compris par rapport à Daniel Lefebvre, est ce titre absolument poujadiste qui s'appelle « Chère Algérie », qui veut dire l'Algérie qui a coûté cher aux contribuables français. Bon, nous allons avoir l'intervention sur la question que j'ai évoquée, je m'excuse un petit peu, sur la question que je vais évoquer, c'est le débat dans lequel votre intervention s'insère. À partir des groupes bancaires, on va retrouver les problèmes que je viens d'évoquer avec l'intervention d'Hubert Bonnet. Ensuite, avec l'intervention d'Ahmed-Eni, on a en quelque sorte le contre-champ, car les Algériens ont bien été mis à contribution. Donc, dans le rapport inégal, qui est même un rapport de discrimination qui fonde la colonisation, et intensivement en Algérie, les Algériens ont payé. Et les Algériens ont payé, et c'est cette contribution, en quelque sorte, que étudie Ahmed-Eni. Alors, moi, j'ai toujours été étonné que dans les travaux sur la destruction de la société algérienne et la paupérisation est l'œuvre économique, si l'on peut dire, de la colonisation, de destruction d'une économie qui n'était pas monétarisée, qui n'était pas financiarisée, etc. Dans cette destruction, on a les travaux, la plupart des travaux, à 90%, portent sur l'occupation des terres, la prise des terres et la destruction par la propriété terrienne. Bon. Or, il est évident que les impôts, la pression fiscale a été l'autre voie de destruction de la société colonisée. Et c'est heureux que l'on ait des interventions pour nous le rappeler. Et c'est une voie très importante, parce que cette voie-là joue même quand il n'y a pas appropriation des terres par la colonisation. Il y a toujours appropriation des terres par la colonisation parce que l'État a confisqué, même sans installer forcément des domaines coloniaux. Mais dans les régions les plus denses d'Algérie, il n'y a pas forcément une présence coloniale sur fond de terre très forte. Mais il y a une destruction de la société. Il suffit de penser à la Kabylie, aux Aurès ou aux grands lieux de concentration de la société algérienne pour voir que là, en quelque sorte, le travail a été accompli par le prélèvement fiscal sous ses différentes formes. Alors je crois que c'est très important de revenir sur cet aspect. Et alors, Ahmed-Eni donne un sens politique. Il y a une thèse politique derrière son intervention, c'est que c'est précisément cette paupérisation qui explique que dans le mouvement national, on retrouve difficilement, les notabilités vont se trouver en partie disqualifiées, la bourgeoisie moyenne va être en difficulté, et il va y avoir donc une expression majeure du mouvement national sous la forme qu'on appelle plébéienne, qu'on appelle sous-prolétaire, qu'on appelle etc. Donc c'est pour soutenir une thèse politique que Ahmed-Eni fait son étude. Je dis ça pour qu'on ait les éléments de discussion. Alors la troisième intervention, notre collègue résumera, si je puis dire, reprendra les éléments de l'intervention d'Hartmut Elsenans. Et cette intervention est très importante parce que Hartmut Elsenans n'est pas revenu. Il suppose que l'on connaît la thèse économique que j'ai évoquée au début. Que le gaullisme, malgré lui, parce que le général de Gaulle a fait la guerre plus longtemps en Algérie que la 4e République, il faut quand même toujours le dire, la 5e République a fait durer la guerre d'Algérie plus longtemps que la 4e.
avec une capacité militaire incroyable et une œuvre de destruction incroyable. Et De Gaulle a procédé à reculons à la solution qu'il ne pouvait pas éviter, qui était l'indépendance. De Gaulle, comme tous les gens qui sont constants de l'histoire, pouvait penser que l'indépendance était inévitable, peut-être, mais il a tout fait pour ne pas y arriver. Et il a tout fait pour ne pas y arriver, pour des considérations précisément que rappelle la communication d'Harput-Eltseland. Pourquoi? Parce que pour des historiens qui ne sont pas des égaux nationaux, comme les historiens généralement prépondérants, l'indépendance de l'Algérie est un phénomène normal dans l'histoire générale. On ne voit pas pourquoi l'Algérie ne serait pas indépendante. L'exception, c'est qu'il a fallu 8 ans de guerre pour que l'Algérie soit indépendante. Donc c'est ce qu'il faut expliquer. C'est, si j'ai pu dire, cette guerre infernale qu'il faut expliquer, et non pas le processus historique tout à fait banal qui est l'indépendance et les mouvements de libération des pays colonisés. Et donc Harput-Eltseland revient sur ce sujet, puisqu'il prend à bras-le-corps cette question. Pourquoi, en quelque sorte, d'une façon historiquement anachronique, illogique du point de vue de l'histoire internationale, on a cette espèce d'énorme cancer, puisque c'est une croissance surfaite, quasiment pathologique, qui est la durée et la violence de la guerre algérienne. Alors, bien sûr, c'est ces éléments que nous aurons à discuter tout à l'heure. Je m'excuse d'avoir fait cette mise en place, puisque c'est un petit peu pour préparer nos discussions, mais c'est quand même aux auteurs de communication de poser les questions. À vous.